Voilà. Je crois que c'est presque l'avant-dernier plateau, pas le vraiment dernier, parce qu'on finira ce soir, vous verrez, avec des lectures et de la musique. Mais là, sur ce plateau, nous avons le plaisir, avec Pascal Jourdana, d'accueillir Witi Imaera, que je vais vous présenter dans un instant, Jim Fergus, que vous connaissez déjà. Et on était en train de se dire, quand est-ce que tu es venu la dernière fois? 2013, tu dis? Je crois, c'était ça. Je crois 2013, ça fait loin. Hein. Et puis, à côté de nous, quelqu'un que je ne connais pas encore, mais que je suis ravie de connaître, parce que j'ai beaucoup aimé le livre, Eshkol Nevo, voilà. Et puis qui sera traduit par Fabienne. Et puis à côté, bien sûr, Marguerite qui est avec nous. Mais on va commencer par Witi Iamera. Né à Gisborne, dans l'île du Nord, il a publié une douzaine de romans, des recueils, des nouvelles. Il a écrit pour le théâtre et pour le cinéma, coproduit des films et des documentaires, édité plusieurs livres sur les arts et la culture de la Nouvelle-Zélande et enseigné à l'université d'Auckland. Il a aussi travaillé au ministère des Affaires étrangères. Il occupera 2 ans durant le poste de consul de Nouvelle-Zélande aux États-Unis. Un de ses thèmes de prédilection est l'opposition entre la société traditionnelle communautaire maori et la société Pākehā, nous quoi, les blancs d'origine européenne, mécanisés et individualistes. Allez hop, tout de suite on est... Et ça marque le début de la renaissance maori avec Tanguy. Tanguy, on disait, on prononce, en 1973, devient le premier écrivain maori à signer un roman en langue anglaise. Écrivain prolifique, comme le présente son éditeur Christian Robert, qui est le créateur de cette belle maison d'édition. Vous avez vu, les couvertures sont formidables, très, très jolies et très originales. C'est une maison d'édition qui est installée à Papeete et qui est menée donc qui est créée par Christian Robert et qui s'appelle Au vent des îles, qui a le même âge que notre festival d'ailleurs, puisqu'elle a été elle aussi créée en 1990. Plusieurs des livres de Witi ont été adaptés au cinéma. Il écrit aussi des nouvelles, des livres pour enfants et même des livrets d'opéra. Voilà, c'est une riche actualité pour lui parce qu'il a 2 livres. Nous intéresserons, on dira un mot de celui-là qui est paru l'année dernière, mais nous intéresserons surtout à Bravoure qui vient de sortir. Mais avant tout cela, Witi souhaiterait réaliser un haka. Ah, il faut qu'il soit... Attention, oui. Même pas peur. Je peux vous dire, même de dos, c'est impressionnant. Donc, je vais vous citer quelques petits... Alors, il y a donc ce livre, La femme de Pariaka, qui a été traduit comme l'autre par Mireille Vignol, qui est en quelque sorte la traductrice historique de la maison d'édition au vent des îles. Ce livre-là est un roman surprenant, inventif et émouvant sur la réalité et la fiction, l'histoire et l'imagination. Et il raconte la remarquable histoire d'Erenora dans le contexte historique des événements turbulents et passionnants qui se sont produits à Pariaka dans les années 1870 et 1880. Voilà, et c'est donc le livre qui est paru l'année dernière, je pense, hein, en 2023. Et puis est sorti ce livre tout récemment qui s'intitule Bravoure et sur lequel nous allons peut-être nous arrêter davantage et qui raconte l'histoire de Michael Mahana qui vit avec Jason à Wellington, loin de sa famille maori, qui ignore sa préférence sexuelle,
Il est en route pour assister au mariage de sa sœur jumelle, Amiria, à Gisborne, sa ville natale, donc là où son père produit du vin. Et il est accueilli par ses parents. Il apprend en même temps que sa sœur que le mariage doit se passer sur le Marae, qui est le lieu de rassemblement dans une tribu. Et l'on voit tout de suite que le père est omniprésent et que les décisions pour toute la famille sont prises par lui. Et ce mariage doit se passer dans cet endroit, ce qui n'était pas du tout le goût des futurs mariés, parce qu'elle est issue d'une famille de Mana qui possède pouvoir et puissance et qui le doit à la réputation du grand-père Arapeta. Alors, on peut expliquer tout de suite, Witi, dans quel milieu se déroule cette histoire et ce qu'est la prégnance de cette famille de Mana. Qu'est-ce que ça veut dire, le Mana? Kia ora koutou katoa, haramai nei ki tēnei mahi o te rā. It's wonderful to see everybody here today at this work, because that is what we all do. We are working today. Alors c'est merveilleux de vous voir ici tous pour cet événement professionnel. C'est du travail, hein, c'est ce qu'on est en train de faire. On travaille là. So I just want to explain first about the haka. Ah oui. The haka that you saw me give you is an old man's haka. It's different than that you will see on a rugby team playing on a rugby field where we constantly beat France. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus doux, hein, vous aussi. Alors, le haka que vous avez vu, juste pour expliquer un petit peu, c'est un haka de vieil homme, d'homme âgé. Ce n'est pas la même chose que les hakas que vous voyez sur les terrains de rugby où nous battons systématiquement la France. They give you a young man's haka, but as you will know, an old man's haka, or even an old woman's haka, is more cunning, it is wiser, it is stronger, it is much more lethal, so that when the old people, men and women, give the haka, they are saying, you better be careful, otherwise I will eat your head off. Alors, donc ça c'est un haka de jeune homme, hein, celui qu'on voit sur les terrains de rugby, mais les hakas de vieil homme ou même de vieille femme sont en réalité beaucoup plus perspicaces, beaucoup plus avisés, et beaucoup plus puissants et beaucoup plus mortels aussi. Donc quand un homme d'un certain âge voudrait livrer ainsi un haka, il vous dit de faire attention à vous parce qu'il pourrait bien vous manger la tête. So all of my books are haka to the world, my war dance to the world. And in them, to answer your question, I am saying that I am Māori, I come from Polynesia, I come from the nether antipodes of the world, but be careful, because there is only a way for Māori to come, and that is up, not down, but up. So we are making our way through the world, and I am making my way through the world with my books, including Bravour. Donc en fait, tous mes livres sont des hakas que j'adresse au monde. C'est en quelque sorte ma danse guerrière. Et pour répondre à votre question, ce que j'affirme dans mes livres, y compris celui-ci, Bravour, c'est que je suis Maori, je suis polynésien, je viens de l'autre bout du monde. Mais attention, parce que les Maoris n'ont qu'une seule façon d'avancer, c'est toujours vers le haut. Je ne redescends pas. Donc je suis en train de vous dire que j'avance dans le monde et mes livres aussi avancent dans le monde. So you cannot understand my work unless you know the mythology of Polynesia. In particular, the role of the god Tu Matoinga, the god of war. And in this particular book, La Bravoure, it is the incarnation of Tu, the god of war, who goes to Vietnam with 3 boys to support the Australian, New Zealand, and American soldiers who fought in Vietnam.
Alors on ne peut pas comprendre mes livres sans comprendre un peu la mythologie polynésienne, et dans le cas de ce livre-là en particulier, le rôle du dieu de la guerre, Tu, c'est ça, qui est un nom complet un peu plus long. Ce livre, en fait, dans ce livre, le dieu de la guerre va s'incarner et accompagner au Vietnam 3 jeunes Maoris qui vont aller se battre pendant la guerre du Vietnam aux côtés des soldats australiens, néo-zélandais et américains. So they arrive in Vietnam, these 3 wonderful Māori boys from Aotearoa, and they have an immediate collision with a point of conflict, and that is that the people that they are fighting look like them. So that is one of the texts of the book. How can we, as people, begin to understand what to do when war and conflict, whether it be in Vietnam, Ukraine, Israel, Palestine, is a troubled, complicated situation. So the book is attempting to find for these 3 boys who go to that war some solution. I will leave it to you to see, when you read the book, whether they find it. Et donc ils vont arriver au Vietnam, ces 3 garçons, et ils vont immédiatement, ces 3 garçons maoris, ils vont immédiatement entrer littéralement en collision avec la guerre, avec le conflit, et avec quelque chose qui va leur sauter immédiatement aux yeux, qui est qu'ils sont appelés là à se battre contre des gens qui leur ressemblent. Physiquement. Et donc c'est une des grandes questions qui est posée par le livre, c'est de demander justement dans un contexte comme celui-là, dans un contexte de guerre, que ce soit celle du Vietnam ou celle aujourd'hui de l'Ukraine, de la Palestine, etc., dans un contexte, une situation aussi chaotique, comment est-ce qu'on peut interagir les uns avec les autres. Et dans le livre, ces jeunes garçons vont trouver des solutions pour essayer d'affronter ça. Et je vous laisse lire le livre pour découvrir ces solutions. Alors, il n'a pas du tout répondu à ma première question. C'est pas grave, parce qu'il est passé tout de suite à la question du Vietnam. Là, le début de l'histoire, elle se déroule à notre époque, on peut dire. Quand je vous ai parlé d'un mariage, ça n'a rien à voir évidemment avec la guerre du Vietnam. C'est donc Michael qui va devoir annoncer à ses parents son homosexualité, et en fait, ça va être extrêmement mal pris par son père, sa mère, par toute sa famille. On va même lui poser la question qu'est-ce qui a le plus d'importance à tes yeux, Michael, le fait d'être maori ou le fait d'être gay, parce que là-bas, ce n'est absolument pas bien perçu. Et les 3 soldats qui vont partir à la guerre, parmi les 3 soldats qui vont partir à la guerre au Vietnam, c'est une histoire évidemment d'avant, eh bien il va découvrir, Michael, qu'il a un oncle, grâce à une tante, il va découvrir qu'il a son oncle, le frère de son père, qui le rejette tellement puisqu'il est homosexuel. Eh bien, le frère de son père va découvrir sa préférence sexuelle. Et ce sont des moments vraiment bouleversants dans le livre, pendant cette guerre du Vietnam. Et ça va être un déchirement pour lui parce que c'est très mal vu. Voilà, par exemple, ce qu'il dit. On lui pose la question, pourquoi n'as-tu pas cédé, Sam? Voilà pourquoi. Le mana, la puissance et la valeur d'un homme au sein de la culture maori reposaient sur la force de combat et la tradition guerrière. Et la verge en était le symbole. C'est elle, au même titre que la massue, qui personnifiait l'essence de la masculinité. Ensemble, elles rendaient l'homme sacré et la femme profane. C'était ainsi depuis le début des temps, quand Ranginui, à la fois père et ciel, avait été séparé de Papatuanuku, à la fois mer et terre. Depuis, le rôle des hommes et des femmes était prédéterminé. C'est-à-dire que dans cette culture, on ne veut pas, on n'acceptait pas les homosexuels. So I apologize if I didn't answer your first question properly. Désolée si je n'ai pas bien répondu à la première question. C'est pas grave. And it is because my left ear is deaf. En fait, c'est parce que mon oreille gauche est sourde. So I often use my deafness as an opportunity not to answer questions.
Donc j'utilise souvent cette surdité comme un bon moyen de ne pas répondre aux questions. However, I have heard this question, madam, C'est and autorisé. so I will answer it. Mais j'ai entendu cette question-ci, madame, donc je vais y répondre. Sur la culture maori et l'homosexualité. Yes. So to answer your question, and you know my book better than I do. Vous connaissez mieux mon livre que moi, Ah d'ailleurs. oui, voilà, c'est vraiment cette impression que j'ai en So fait. to answer your question, my grandmother would not approve of my homosexuality. Pour répondre à votre question, donc ma grand-mère n'approuvait pas mon homosexualité. My daughters approve of my homosexuality. Mes filles, oui. My wife approves of my homosexuality. Ma femme également approuve mon homosexualité. My iwi does not approve of my homosexuality. Iwi, Mon tribe. iwi, non, ma iwi, donc ma tribu, en revanche, n'approuve pas mon homosexualité. So again, it's a very complicated situation, but the most important thing is whether or not I accept my homosexuality, and I do. Donc encore une fois, c'est une situation complexe, mais le plus important, c'est de savoir si moi, j'accepte ou pas mon homosexualité, et c'est le cas. Donc voilà, ce livre, c'est quand même toute une réflexion sur cette préférence sexuelle et la manière dont elle est acceptée par les familles, et surtout par des familles qui sont, comment dire, puissantes dans l'histoire. Et j'en reviens quand même à ma première question, je ne sais pas si j'aurai la réponse. La famille de Mana, qu'est-ce que c'est le Mana? Le Mana. Okay. So mana is the strength that one gets from one's lineage or genealogy. And in the book, the mana of Sam is inherited from his father, who is a military man. And as many of you who live in France will know, the military head of the family can be extremely disciplined, strong, and not the best father for a young, sensitive boy or girl. So mana is inherited strength. Mana is being Māori. If you destroy your mana, as Sam does, by admitting gayness into his life, then he has lost his mana. And he therefore suffers the consequences, as you know, he suffers in the book. Le mana, c'est la force, la puissance qui est transmise par l'héritage, par la lignée en fait, par la généalogie d'une famille. Dans le cas de Sam, son mana lui vient de son père. Son père est un militaire. Et comme vous devez très bien le savoir en France également, avoir un chef de famille militaire, ça ne fait pas toujours les meilleurs pères, ou en tout cas les plus bienveillants envers un petit garçon ou une petite fille sensible. Donc cette force, elle est héritée. Elle est vraiment, c'est ce que, en fait, le mana, c'est ce que c'est qu'être maori. Et quand Sam fait son coming out, il détruit en quelque sorte cet héritage-là, il le perd, et il va en subir les conséquences, comme on le voit dans le livre. So, I must be about finished. You must be about finished with me. Are you just about finished with me? Est-ce que vous en avez bientôt fini avec moi? D'accord, okay. So in that case, Il va falloir en finir parce que sinon les autres ils pourront jamais parler et c'est quand même un peu ennuyeux, surtout que Witty m'a dit qu'à la fin du plateau, hein, il voulait chanter aussi, donc. yes. So Donc that is why I asked you, because C'était la raison de ma question. I began with a haka of war, and I will now finish with a song for peace. Oui, parce que j'ai commencé par un haka de guerre et je vais terminer par un chant de paix. Bah écoutez, on va attendre. Aringana e hine
Aotearoa ki te aroha e. Tēnā tātou katoa. Merci, Witty. Eh bien, on va passer à Jim Fergus. Alors est-ce que Jim va chanter? C'est une autre question. Non, tu ne vas pas chanter. Pas, je vais pas faire le haki ou chanter. Alors Jim, c'est pas la première fois, donc tu l'as dit, Maët, mais c'est quand même, ça fait un petit moment. Je vais redire un tout petit mot sur son parcours. Né à Chicago en 1950, d'une mère française, d'un père américain. Jim vit dans le Colorado, État dont il est tombé amoureux dès l'adolescence. Donc voilà, depuis l'adolescence, les bouquins se passent dans le Colorado. Il est passionné de culture amérindienne, notamment de la culture cheyenne. Et on le voit avec ses livres, qui sont des épopées romanesques formidables, qui racontent ces histoires. C'est souvent des portraits de femmes. En particulier, c'est ce qui le fait connaître en France, avec le premier roman traduit ici, 1000 femmes blanches, qui est sorti aux éditions Le Cherche-Midi, qui était vendu à 400 000 exemplaires quand même, hein, et qui est devenu une trilogie. Alors, même plus, puisqu'on voit qu'il y a des suites, plus ou moins. Il y a d'autres livres qui sont publiés en France, Les Amazones, Crisis, Espace sauvage, La fille sauvage. Bon, je ne vais pas tous les dire. Alors là, on va retrouver Jim Fergus avec... aujourd'hui, on va parler essentiellement d'un titre, Le Monde véritable, mais on peut dire quand même qu'il y a May et Chance, qui est sorti un tout petit peu avant, qui est même disponible en poche maintenant, qui prolonge la trilogie de 1000 femmes blanches. On retrouve les mêmes personnages, peut-être qu'on aura le temps d'en dire un petit mot tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on évoque, Jim, ce livre-là, Le Monde véritable, qui est intitulé Fable. Et c'est un livre qui est assez différent, qui est plus court que les autres, qui est illustré, qui commence par un portrait de La Fontaine. Donc, quelle étrange idée, Jim, d'écrire une fable. Alors, je vous explique. Moi, ça c'est le premier d'une deuxième trilogie. Chacun qui suivra le destin d'une des trois couples qui ont survécu la première trilogie. Ça veut dire 1000 femmes blanches, La vengeance des mers et Les Amazones. Donc il y a des suites. Et donc, oui. Et donc, May et Chance, c'est le premier tome de la trilogie. Et Le Monde véritable, c'est le deuxième. Bon, à la fin des Amazones, la plupart des... Je ne veux pas vous dire trop parce que si vous n'avez pas lu les livres, mais on avait ils ont voyagé avec une femme à la fin des Amazones. Ils ont voyagé avec une vieille femme qui était une espèce de medicine woman, on dit. Et c'est elle qui a dit, elle connaît... je connais un endroit où le vrai monde, le monde véritable, mais ça va faire un moment de le trouver. Donc, ils ont suivi, un groupe des Cheyennes et des femmes blanches ont suivi cette femme. Et Molly, le personnage principal, qui est le narrateur du livre, elle pensait, elle n'était pas très gentille avec la dame. Et la dame aussi était aveugle. Et donc, elle dit, on circule dans les cercles comme ça avec un aveugle. Et comment on va trouver le monde? Et tout à coup, en fait, ils ont passé vers une trompette énorme, inconnue, j'ai jamais vu ce que tout le monde pensait qu'ils vont mourir, elles vont mourir. Et enfin, elles sont arrivées à ce espèce de paradis et le monde véritable. Parce que c'est une croyance entre
entre la plupart des tribus, surtout dans les grandes plaines, qu'il y a un monde, un vrai monde derrière celui-ci, qui est beaucoup plus agréable que ce monde. Et bon, donc, ils ont passé quelques mois là, et puis un groupe des femmes blanches pensait que, ah non, mais c'est pas, il faut que je retourne dans le vrai monde parce que May, par exemple, May et Chance, elle a des enfants à Chicago qu'elle veut récupérer. Elle ne veut pas rester dans cet endroit, mais elle ne savait pas comment revenir. On peut quitter, on peut retrouver la piste pour aller au monde mort, il dit. Mais c'est ça où il voulait. Donc, un groupe de eux, ils ont parti. Mais Molly et Hawk, son amant, qui était aussi il était aussi un changeur de forme. Il était capable d'être humain ou d'être hawk. Comment dit-on? Un faucon. Quoi? Le faucon. Un faucon, voilà. Pardon. Et bon, donc Molly, elle restait là avec... et je viens à votre question dans 2 minutes. Merci de répondre à ma première question. J'ai pas oublié. Molly, elle ne pouvait pas quitter parce qu'elle avait peur que si le gouvernement la prendrait, elle va être encore envoyée à prison à Sing Sing, à New York. Et donc, ils ont décidé de rester dans le monde véritable. Bon, il y avait plusieurs autres filles aussi qui est connue dans les 3 romans. Elle aussi voulait rester. Et, parce qu'elle trouvait que les gens étaient ils n'étaient pas racistes dans le dans le monde véritable. Et donc, ils ont resté. Alors, moi, j'étais en train de faire la trilogie, et ça allait être le deuxième, mais j'ai tombé sur ce fait mais comment on peut écrire un roman intéressant au sujet d'un paradis? Parce que c'est un peu ennuyant, franchement. Tout est parfait, on n'a pas de conflits, on n'a pas de vilains, on n'a pas de méchants, tout le monde est gentil, tout le monde habite ensemble en paix. Et oui, on peut écrire 5 pages et puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai déjeuné avec mon attaché de presse chez Schmidi un jour et j'ai raconté ce problème que j'ai dit, mais je ne sais pas comment je peux écrire ce roman parce que c'est pas basé sur un vrai sujet. Et elle a dit, ah non, c'est simple, Jim, tu fais un fable. Et elle a dit, les Français adorent les fables. Et donc, c'est comme ça que j'ai tombé sur l'idée et j'ai commencé de lire les fables de Jean de La Fontaine et de Aesop. Mais ce n'est pas un livre dans le rime, avec les rimes. Est-ce qu'il y a une morale à la fin? Si. Oui, oui. Il faut lire la fable pour lire la morale. Il ne faut pas lire la morale avant, sinon ça gâche tout. Voilà. Et il y a beaucoup d'animaux, comme dans les fables. Il y a beaucoup d'animaux qui ont une importance. Et là, on parlait de la transformation en faucon. C'est aussi, entre les hommes et les animaux, il y a une communauté. Oui, alors, oui. Quand même, Jim, c'est pas tout... Alors, c'est un paradis, mais c'est pas tout à fait fermé. Parce qu'il y a quand même au moins un personnage au début dont on se rend compte qui passe, sans même s'en rendre compte, d'un monde à l'autre. Oui, il y avait un groupe, un grand groupe des méchants qui ont suivi la même piste que les autres gens, comment les autres gens ont trouvé le monde véritable. Et
ils ont violé la frontière entre le véritable et le monde mort. Et ils sont arrivés. Et le but pour eux, c'était de détruire le monde véritable. Et donc, bon. Il n'y a pas que des hommes mauvais. Pas des quoi? Il n'y a pas que des hommes mauvais. Celui qui va rencontrer May au début est plutôt un homme bon. Celui qui lui apporte des livres et qui lui apporte Jean de La Fontaine. Oui, non, oui, oui. Oui, il y avait c'était un Français qui était, il était, comment on dit un trader, un négociant, oui, c'est bien, un négociant, ouais, un marchand ambulant. Oui, et c'était commun à cette époque pour les Français du Canada de venir, de faire le business avec les Indiens. Ils arrivent avec les choses et les Indiens disent ah ouais, on veut quelque chose et quelque chose d'autre et puis il revient avec ce qu'il voulait. Et Molly, elle voulait avoir des livres parce qu'elle veut que sa fille, elle a une fille maintenant, et elle veut qu'elle apprenne à lire et qu'elle peut profiter avec les livres. Donc, lui, il a amené les fables de Fontaine, les pièces de Shakespeare et un peu des autres choses. Mais bon, c'était comme ça. Et, ouais. Voilà, finalement, Molly, elle va finir par y croire à toute cette histoire. Elle va finir par croire qu'effectivement son mari indien devient faucon et peut voler. Oui, voilà, elle était cynique, même après son mari a décrit comment il fait la transition entre homme et faucon. Elle n'était pas tout à fait convaincue. et c'est pas quasiment jusqu'à la fin. Et je vais plus dire au sujet, mais juste à la fin que on a le point. Alors, comme c'est un livre court et que c'est une fable, on peut encore moins en dire que sur un livre long. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et effectivement, ça prolonge de manière étonnante un travail d'écriture. C'est bien, c'est une respiration. J'ai aussi ajouté les illustrations. Et c'était mon idée pour mon éditeur. Et lui, il a trouvé une illustratrice qui a fait un vraiment bon travail. En fait, je trouve que l'illustration sont mieux que le texte, franchement. Alors, regardez les images. Regardez vite les images. Alors, ça ne doit pas vous empêcher de lire le texte quand même. Non, c'est vrai qu'elle était vraiment... J'ai travaillé beaucoup avec elle parce qu'elle ne savait rien des Indiens, des grands espaces et de l'ouest des États-Unis. Elle ne savait rien de ça. Donc, c'est moi qui ai ramassé beaucoup de photos et des tableaux. J'ai envoyé par texto les idées. Et moi, j'avais les idées spécifiques où je voulais avoir les illustrations. Et en plus, il fallait faire le livre un peu plus épaisse. Voilà, alors on va parler maintenant du livre d'Eshkol Nevo. Alors, on fait sa connaissance. D'abord, merci. Bravo, Jim. Il a son public en plus, Jim. Il est très connu ici. Eshkol Nevo, vous êtes romancier et enseignant. Vous êtes né à Jérusalem. Vous êtes un des grands noms de la littérature israélienne, acclamé par la critique et le grand public dans votre pays. Vous avez publié aussi dans le monde entier. Votre premier roman traduit en français, 4 maisons et un exil, paru chez Gallimard en 2008, a reçu entre autres le prix d'or de l'Association des éditeurs de livres. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui est le 7e traduit en France. Il y en a même eu 3 étages, qui a été adapté au cinéma par Nanni Moretti.
Dans ce livre qui s'intitule Turbulence, qui est paru chez Gallimard en 2024, donc vous voyez, il est tout récent, traduit comme presque tous les livres, tous vos livres par Jean-Luc Alouche, il y a 3 histoires. Alors on pourrait dire que c'est un recueil de nouvelles, mais c'est pas tout à fait un recueil de nouvelles, je crois. C'est parce que les histoires sont plus longues que des nouvelles, c'est ça? Bonjour. Witty, I'm still under the impression of your presentation. I thought, how can I follow this act? But luckily, you had to follow this act. I don't know to dance, and I'm not a good singer. But I'm a word. I'm a person of words, so I thought of one word to begin with in Hebrew, and the word is shalom. Shalom means hello, but it also means peace. And I think peace is what my country, the Israelis, the Palestinians, peace is what we urgently, desperately need. So shalom to everyone. Witty, vous m'avez fait une très très forte impression. Je me suis dit comment je vais faire pour passer derrière. Donc je suis ravie que vous ayez eu cette tâche et qu'elle ne me soit pas tombée dessus. Je ne danse pas, je chante très mal. Donc je suis ravie d'être passée en 3e position. En revanche, moi mon travail c'est avec les mots. Donc j'ai pensé à un mot et ce mot c'est un mot hébreu, c'est shalom. Shalom qui veut dire bonjour mais qui veut dire également paix. Et je pense que mon pays, je pense qu'Israël, Palestine ont désespérément besoin de paix aujourd'hui. Donc, shalom. Merci, merci. So, amazingly, the connection between the stories in this book is around a paradise, a pardes. Pardes in Hebrew sounds like a paradise. It's actually an orchard, a verger, and the main metaphor in the book is of a pardes, a verger, and I will elaborate. Et c'est incroyable parce que le lien entre les 3 histoires, c'est le mot hébreu pardes qui veut dire paradis. Et c'est dans l'histoire, c'est un verger. Donc c'est la métaphore principale de l'histoire du roman, c'est un pardes, un verger. Et je vais développer. So in the Talmudic story, beautiful story about the orchard. We have 4 scholars that enter the orchard, the pardes, the paradise, but only one of them comes out alive. Rabbi Akiva is the only one to survive the experience of being in the pardes or being in paradise. Dans une histoire talmudique qui est très très belle, il est question de 4 érudits qui pénètrent dans un verger et un seul en ressort vivant. C'est le rabbin Akiva et qui est le seul à sortir vivant et intact de cette expérience. So my book is contemporary. I have contemporary characters, we have love stories, we have this accident, collision between parenthood and couplehood, but when I reached this metaphor of paradise, of the orchard, I understood that all the stories of the book could be connected and all of them could meet, all the characters could eventually meet in the pardes, in paradise, in the orchard, and let's see who is going to get out alive of this experience. Et quand j'ai compris quelle serait la métaphore du livre qui au demeurant met en scène des personnages contemporains avec une histoire d'amour, avec des croisements de destin, des histoires de parentalité, de famille, je me suis rendu compte que ce verger, cette fameuse métaphore, était le lien qui allait permettre de relier tous mes personnages et en laissant en suspens la question lequel ou lesquels allaient sortir vivants de ce verger. In the Talmudic story, the ancient story, being in the pardes, in paradise, means being in the presence of God. And not anyone can survive that. In the Bible, only Moses survives that. In my book, I would say that being in the pardes is being in love, being in a relationship, being in a strong erotic attraction. How can you survive that? How can you know whether it's true or not? This is the pardes, this is the orchard in my book.
Et dans l'histoire talmudique, être dans ce Pardès, dans ce verger, dans ce paradis, revient à être en présence de Dieu. Et tout le monde ne peut pas survivre à ça. Le seul qui y survit dans la Bible, c'est Moïse. Dans mon livre, être dans ce verger, être dans ce Pardès, c'était l'équivalent d'être amoureux, d'être dans une relation, de vivre une très forte attirance érotique. Et donc, comment y survivre? Est-ce réel ou est-ce une illusion? Alors ça, c'est la troisième nouvelle, c'est la dernière nouvelle en fait du livre que raconte Eshkol. Dans la première, alors, mais il y a le même ton dans les trois, même si les histoires sont extrêmement différentes. Un ton vraiment particulier. Il y a l'ironie, l'originalité du traitement, et puis la complexité des relations humaines, leur ambiguïté, la difficulté de se comprendre et à les comprendre parfois. Et dans la première histoire débute ainsi. J'avais la page tout à l'heure. J'arrive. À en croire mon avocat, même si nous décidons de mentir devant le tribunal, il faut que nous nous mettions d'accord tous les deux sur la vérité. Et donc le mieux serait que je décrive les événements par moi-même, exactement comme ils se sont déroulés. Et donc les voici. Et il raconte cette histoire. Ça se déroule en Bolivie. Alors, je ne sais pas ce que vous avez avec la Bolivie, parce que dans une autre histoire, vous y faites encore allusion. Pourquoi? I always start thinking of a story when I have a riddle in life that I cannot solve. Something is unsolvable. I think one day I will write about the chopped trees in San Malo, near the beach. I've been asking people, why do you need these chopped trees, and getting ridiculous answers. I'm not convinced, and I will have to write about it one day. Je commence toujours mon écriture, l'écriture d'un roman, par une énigme qui reste insoluble et incompréhensible à mes yeux. D'ailleurs, un jour, j'écrirai l'histoire de ces arbres coupés, de ces troncs d'arbres que l'on trouve à Saint-Malo le long de la plage, parce qu'on m'a donné des brise-lames. On m'a donné toutes sortes d'explications. Je ne suis absolument pas convaincue. Donc, j'écrirai ma propre histoire un jour. So coming back to the story you were asking about, I was actually researching for another book of mine. And I was in South America, and I met this young couple on a honeymoon, and I spent like 2 hours with them. We had an ice cream together. A month later, I returned back to Israel. I opened the newspaper. Okay, I'll let you translate. Et pour revenir à votre question sur la première histoire, j'étais en train de faire des recherches pour un autre livre et j'étais en Amérique du Sud et là je croise un jeune couple en lune de miel. On passe 1 heure ensemble, on mange une crème glacée et puis 1 mois plus tard, je suis rentrée en Israël. J'ouvre le journal. And I see this little piece telling that there was an accident in a death road in Bolivia. A young couple on a honeymoon, and the guy died from a bicycle accident. Now, I reacted very emotionally because I knew them, but I had this very strong feeling that they're not telling the truth. This is not the whole story. Et je lis dans ce journal un entrefilet sur l'histoire d'un jeune couple en Bolivie qui était à vélo sur la route de la mort. Et l'homme a eu un accident de vélo et est mort. Et j'ai réagi de manière très, très violente, très émotionnelle parce que je les avais rencontrés. Et j'ai eu ce sentiment en lisant l'article que tout n'était pas dit et que surtout on me mentait. So I tried asking, I have connect, because Israel is a very small society because everybody knows everyone. So I tried connecting the family and I got this strange answer saying like, don't come, don't ask questions. There are some things that we cannot talk about. And this of course made it was a bigger riddle for me now, because then I knew I was right. There was something that I was not being told.
Et Israël étant une petite communauté où tout le monde se connaît, j'ai commencé à fureter à droite à gauche pour contacter la famille et avoir des réponses. Et on m'a dit, très étonnamment, on m'a dit, ne vous approchez pas de cette histoire, ne posez pas de questions. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous révéler, dont on ne peut pas parler. Donc l'énigme, là, a pris de l'ampleur et surtout m'a fait dire que j'avais bien raison. And I was troubled by it, so I did what writers do. I imaginated. I imaginated the answer to the question, and actually this is what happens in every story of the book. There was a riddle presented to me by life, and then I could not get a real answer, and I had to invent a story to explain it. Et donc cette histoire m'a intriguée et j'ai alors fait ce que font tous les auteurs, toutes les autrices, j'ai imaginé les réponses. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe dans toutes les histoires du livre. La vie m'a soumis des énigmes pour lesquelles je n'avais pas les réponses et pour les expliquer, j'ai inventé des solutions. Ça me rassure parce que je me suis dit, mais donc cette première histoire lui est vraiment arrivée. Donc en fait, il ne s'appelle pas Eshkol, mais il s'appelle Omri, puisque c'est le nom du narrateur. Et alors c'est lui donc qui aurait vécu cette histoire avec qui s'est fait parce que quand même ce personnage Omri qui a rencontré donc ce jeune couple qui était en lune de miel, il va se faire séduire par la jeune femme et il y a des moments où on se demande, on dit qu'est-ce qu'il est crédule quand même, qu'est-ce qu'il est crédule, il se fait rouler dans la farine par cette fille. Mais en fait, ça reste toujours un peu... On se questionne. Et c'est ça l'intérêt de l'histoire, parce qu'évidemment, on ne va pas vous raconter la suite, mais c'est tenir le lecteur en haleine. Et voilà. Et voilà. It sounds like you're asking if it really happened to me. So I will say maybe yes and maybe no. Let's keep it ambiguous. On dirait bien que vous voulez savoir si ça m'est réellement arrivé, et peut-être oui, peut-être non. Je laisse planer l'ambiguïté. Très bien. Alors, juste un mot de la deuxième histoire, parce qu'on ne va pas tout raconter, hein, mais juste un mot. Là aussi, il y a beaucoup d'ambiguïté. Là, on est dans une histoire de famille qui commence, comme la première d'ailleurs, avec une phrase d'avocat. Je me dis, décidément... l'avocat qui suggère quelque chose. Elle se déroule, cette histoire, dans un hôpital de Tel Aviv et le narrateur est le médecin-chef. Il est veuf depuis peu, il a 2 enfants et il semble inconsolable, mais il est très attiré par une jeune interne qui est là. Et là aussi, très vite, l'ambiguïté s'installe. Mais pourquoi est-ce qu'il est particulièrement attiré par elle? Pourquoi est-ce qu'il va d'une certaine manière un peu la privilégier? Alors au début c'est flatteur pour elle et à un moment elle commence à se poser des questions, à se dire et voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Je vous le dis pas, mais je peux vous dire que on se pose vraiment des questions. En fait, c'est un auteur qui n'arrête pas de faire poser des questions à ses lecteurs. I like that as a characteristic of my writing. Ça me plaît bien, c'est une bonne description de mon écriture. I think I'll be serious for a moment. We had the Me Too revolution, and it was very strong in my country. I'm a father of 3 daughters, so I wake up every morning and I say thank you for this revolution. I see the way my daughters speak on their body, on their ability to say no when they want to say no. And I'm so thankful for this, for them living in these times. But je vais être sérieux très brièvement. Mais suspense encore. En vous parlant de la révolution MeToo qui a été très très forte dans mon pays. Moi, je suis père de 3 filles et il ne se passe pas un matin sans que je me réveille en remerciant sincèrement ce mouvement qui fait que mes filles sont capables de parler de leur corps, ont la capacité de formuler des réponses négatives, de dire non, et je suis très très reconnaissant qu'elles traversent et vivent dans une telle époque.
there are still so many gray areas, question marks, insecurity, vulnerability between men and women, which are not black and white kind of criminal that sends you to prison. They're just this being a human being in a relationship means being in an ambiguous situation all the time. And this is what I wanted to write about in this book. I wanted to capture these moments of uncertainty. Is she a femme fatale? Or is she true? I'm falling in love with this woman. Is it dangerous for me? Or maybe it's the best thing that had happened to me in my life. The characters don't know, and I didn't know while I was writing. I kept myself ambiguous while writing. Et ce qui m'intéresse, ce sont, et il reste, malgré cette révolution dont je vous parlais, il reste encore énormément de zones grises, de questionnements, de lieux de vulnérabilité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas tout noir, tout blanc. Et être un être humain dans une relation, c'est vivre l'ambiguïté. Et c'est le sujet de mes livres, c'est le travail sur ces incertitudes. Cette jeune femme dont vous parliez, est-elle une femme fatale? Est-elle sincère dans son amour? Représente-t-elle un danger? Représente-t-elle la meilleure chose qui soit jamais arrivée au personnage? Les personnages ne le savent pas. Moi non plus, je ne le sais pas au moment où j'écris, car je cultive, y compris pour moi, cette ambiguïté. Eh bien, en tout cas, c'est réussi. C'est très, très bien. Ça s'intitule Turbulence en français. C'est paru chez Gallimard et c'est donc traduit par Jean-Luc Alouche. Et on a aussi parlé de ces deux livres de Jim Fergus, Le Monde Véritable et May et Chance, qui sont donc deux nouveaux livres d'une nouvelle trilogie. L'un sous forme de roman classique, l'autre sous forme de fable. C'est aux éditions du Cherche Midi et c'est traduit par Jean-Luc Piningre. Merci beaucoup, Jim. Merci, Jim. Et puis, les livres de Witi Ihimaera, traduits par Mireille Vignol, sortis au Vent des Îles. Pardon. Le dernier paru, c'est Bravoure, c'est celui dont nous avons parlé. Et puis, alors, il y a plein de choses à découvrir encore dans cette histoire. Et puis, il y a aussi celui-ci qu'il faut lire. Alors, moi, c'est ma lecture de mardi prochain, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. De mardi, oui, mardi. J'ai pas eu le temps de le lire quand même là. On en a lu beaucoup. Et ça s'intitule La femme de Paris Haka, toujours traduit par Mireille Vignol. Merci à vous tous. Merci Marguerite pour la traduction. Merci Fabienne Gontran pour la traduction. Et merci bien sûr à vous trois. Vous allez encore aller signer vos livres, je pense. Et je vous invite à les lire. À bientôt. À tout de suite.